Bonjour à tous, bon réveil si vous nous rejoignez. Le carrefour d'infos continue au programme de cette dernière demi-heure d'information en français. Le journal, on commence avec les titres de cette édition. La diplomatie internationale s'active pour tenter de résoudre la crise du Golfe. Le chef de la diplomatie saoudienne était reçu à Washington hier par son homologue Rex Tillerson. Adel Al-Jubeir s'est défendu de vouloir imposer un blocus au Qatar. De son côté, le ministre marocain des Affaires étrangères poursuit sa tournée dans la région du Golfe. Jeff Sessions dément toute collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et le Kremlin lors de la dernière élection présidentielle. Le ministre de la Justice américain a été auditionné hier par la commission du renseignement du Sénat. Plus de détails dans ce journal. En Grande-Bretagne, un gigantesque incendie cette nuit. Une tour d'habitation d'une 30aine d'étages a pris feu. Il y aurait, selon les pompiers britanniques, plusieurs morts. Aucun chiffre n'a pour l'instant été communiqué. Diplomatie pour commencer avec tout d'abord la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Une visite de 48 heures, la première du nouveau président français dans un pays du Maghreb. Le roi Mohamed VI rencontrera Emmanuel Macron dans un cadre personnel et familial. Ce dernier doit arriver aujourd'hui avec son épouse pour une visite d'amitié et de travail, précise un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Avant de poursuivre, cette visite reflète la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et fort. Au chapitre diplomatique toujours, alors que le Maroc a proposé ses services de médiateur dans la crise du Golfe, Nasser Bourita continue sa tournée. Après les Émirats arabes unis et le Koweït, le ministre marocain des Affaires étrangères a été reçu hier à Djeddah par le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Il a transmis un message verbal du souverain marocain au roi d'Arabie Saoudite. Et puis un peu plus tôt, c'est à l'émir du Koweït qu'un message du roi Mohamed VI s'était adressé. Un message dans lequel le souverain a exprimé son soutien total à l'émir du Koweït pour ses initiatives destinées à faire baisser la tension dans la région. L'Arabie Saoudite qui s'est défendue hier de vouloir imposer un blocus au Qatar en réponse aux inquiétudes de nombreux pays. En visite à Washington, le chef de la diplomatie saoudienne a tenu à préciser que les ports et les aéroports étaient ouverts. Les limitations d'utilisation de l'espace aérien saoudien ne concerneraient que les compagnies qataries. Techniquement, cela n'est pas un blocus, a déclaré Adel Al-Jubeir. Enfin, le diplomate saoudien a affirmé que son pays était prêt à approvisionner le Qatar en vivres et en médicaments si nécessaire. Les États-Unis, nous y restons. L'audition du ministre de la Justice par la commission du renseignement du Sénat américain était très attendue. Hier, Jeff Sessions a été interrogé dans le cadre de l'enquête russe afin de déterminer si Moscou a influencé ou non la dernière élection présidentielle américaine. Ce proche de Donald Trump a réfuté ces accusations, mais ses silences et ses oublis ont agacé les sénateurs. Les principaux points à retenir de cette audition avec notre correspondant à New York, Antoine Boyer. Un mensonge détestable. Par ces mots, Jeff Sessions a voulu balayer toute suggestion sur son éventuelle collusion avec la Russie pendant la campagne électorale. Hier, les sénateurs avaient beaucoup de questions pour le ministre de la Justice. Ils l'ont interrogé pendant environ 2h30, mais il a refusé de répondre à plusieurs reprises, invoquant la confidentialité de ses discussions avec le président Trump. Colère de certains sénateurs démocrates qui voulaient en savoir plus sur d'éventuelles discussions à propos du renvoi de l'ancien directeur du FBI. Sur sa relation avec James Comey, justement, Jeff Sessions a-t-il répondu à la demande du directeur du FBI de l'époque de ne pas le laisser seul avec Donald Trump? Oui, a-t-il répondu hier, contredisant ainsi sous serment la version donnée par James Comey il y a quelques jours. Sur ses contacts avec l'ambassadeur russe aux États-Unis pendant la campagne électorale, Jeff Sessions a maintenu le chiffre de 2 rencontres. C'est ce qui l'avait poussé à se récuser lui-même de l'enquête sur la Russie. Une enquête qui est maintenant supervisée par un procureur spécial. Et hier soir, une porte-parole de la Maison-Blanche a démenti l'affirmation d'un ami de Donald Trump à la presse, selon laquelle le président envisageait peut-être de limoger le procureur spécial. À l'époque, la décision du président Richard Nixon de renvoyer le procureur spécial dans l'affaire du Watergate avait précipité sa chute.
Je vous le disais en titre, un incendie spectaculaire a eu lieu cette nuit en Grande-Bretagne. Il y aurait plusieurs morts selon les pompiers qui n'ont toutefois pas encore avancé de bilan. Une tour d'habitation de 30 étages a pris feu dans l'ouest de Londres. 200 pompiers étaient à pied d'œuvre toute la nuit. Au moins 30 personnes sont blessées. La construction de cette tour date de 1974. Un collectif de résidents s'était plaint à plusieurs reprises de l'état de l'immeuble et des risques d'incendie potentiels. La visite de Theresa May à Paris, la première ministre britannique, a été reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis son échec aux législatives anticipées. Lors de leur conférence de presse conjointe, les deux dirigeants ont annoncé un plan d'action antiterroriste conjoint et très concret. Et puis, autre sujet de discussion, le calendrier du Brexit. Theresa May a assuré que les négociations allaient commencer comme prévu la semaine prochaine. Emmanuel Macron lui avait déclaré un peu plus tôt dans la journée que la porte était toujours ouverte pour que le Royaume-Uni reste dans l'Europe tant que la négociation n'était pas achevée. Avant de poursuivre, mais une fois commencé, il sera beaucoup plus difficile de revenir en arrière. La porte est évidemment toujours ouverte tant qu'il n'y a pas une négociation du Brexit. Au Proche-Orient, des combats acharnés aux portes de Raqqa en Syrie. Les FDS, les forces démocratiques syriennes, progressent dans cette ville, capitale autoproclamée de Daesh dans le pays depuis 2014. Selon cette alliance arabo-kurde, malgré les nombreuses frappes des avions de la coalition internationale, Daesh opposerait une résistance farouche et aurait recours aux mines et aux tireurs embusqués. Cette campagne destinée à chasser Daesh de Raqqa a démarré en novembre dernier. Au Maroc, ce communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale concernant la situation à Al Hoceima. La DGSN fait état de rassemblements violents lors desquels 298 policiers auraient été blessés par des jets de pierre notamment et des cocktails Molotov provoquant des fractures, des asphyxies ou encore des brûlures. Ces actes de violence ont touché également les biens publics, poursuit le communiqué. Des dégâts estimés à plus de 14 millions de dirhams. Toujours au Maroc, dans le procès de Gdi Mizik, le parquet a demandé à la cour hier, à l'issue de son audience, la condamnation des individus poursuivis. Hier, le parquet évoquait de manière détaillée les crimes commis par chacun des accusés. Il s'est dit persuadé de leur culpabilité. Rappelons que les violences de Gdi Mizik avaient fait 11 morts et 70 blessés en 2010. En Côte d'Ivoire, il ne reste plus que quelques dizaines d'employés des Nations Unies chargés de fermer définitivement l'ONUCI d'ici au 30 juin. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire avait été déployée en 2004. Elle a d'abord servi de force d'interposition entre les belligérants avant d'appuyer le processus de sortie de crise. Alors peut-on dire que la mission est accomplie et que la stabilité du pays est garantie ? Je vous propose d'écouter la réponse de Jawad Kerdoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales. Il était interrogé par nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. L'ONUCI, c'est la mission des Nations Unies qui est arrivée en Côte d'Ivoire en 2004, alors qu'il y avait une grave crise politico-militaire qui a duré d'ailleurs de 2002-2007. Grâce au travail de cette mission, mais aussi au rôle qu'a joué Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire. Le calme règne dans le pays, malgré que au début de cette année 2017, il y a eu encore quelques mouvements de l'armée, mais le fait que les hauts responsables de l'ONU ont décidé donc le retrait de l'ONUCI le 30 juin 2017 marque le fait que la situation est actuellement stable. On reste en Afrique, mais au Gabon, où un vaste mouvement de grève générale touche les villes de Libreville et de Port-Gentil. Parmi les secteurs touchés, celui des transports et de la santé. Le contexte économique difficile consécutif à la baisse du prix du baril de pétrole serait lié à ces situations. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Alités, sous perfusion ou en consultation devant le personnel d'astreinte, quelques malades sont visibles au centre hospitalier universitaire de Libreville. Mais c'est un hôpital public parmi tant d'autres de la capitale gabonaise perturbé par une grève de ses principaux syndicats. Mieux, nous leur avons fait beaucoup de propositions
pour démontrer notre volonté à faire en sorte que ce problème connaisse son épilogue. Malheureusement, nous avons comme l'impression qu'au niveau du gouvernement, les violons ne sont pas toujours accordés entre les collègues, ceux qui sont aux finances, ceux qui gèrent le personnel et ceux qui les recrutent. L'Assemblée générale du jour a décidé de durcir le ton, voilà qui promet d'aggraver une situation qui est déjà en apparence pour les usagers des hôpitaux publics. La grève continue jusqu'à ce que la PIP nous soit versée. Nous avons un plateau technique qui est en souffrance. Vraiment un plateau technique aujourd'hui qui appelle à être renouvelé. Nous avons de nouvelles structures, oui, mais à l'intérieur, il faut bien regarder. Il y a du matériel qui a été livré, du matériel de haute technologie qui a été livré lors de l'inauguration, mais ce matériel est utilisé par qui? La levée de la grève des syndicats de l'administration sanitaire est conditionnée par la reprise des négociations avec les autorités compétentes. C'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang, un rendez-vous solidaire pour sensibiliser les nouveaux donneurs et remercier ceux qui se mobilisent tout au long de l'année. Le Sénégal espère mobiliser davantage de donneurs et dépasser le taux actuel qui est de 6,1 dons de sang pour 1000 habitants. Le reportage à Dakar d'Amadoussa Barba et Sanoussi San. Célestine Mendy n'est pas à son premier acte de solidarité. Donner du sang est devenu une routine pour elle. Après avoir vécu une expérience malheureuse lors d'une intervention médicale, Célestine se dit consciente de l'utilité de donner son sang pour sauver une vie. Moi-même, j'ai été opérée plusieurs fois. Et ce n'est pas dans ma cas, mais les cas des autres. J'ai vu que vraiment, ils perdaient beaucoup de sang. D'autres sont morts à cause de cela. Alors, c'est pour cela que j'ai compris le pourquoi on donne le sang. Le manque de sang dans les centres de transfusion sanguine est une réalité et le médecin de dire que ces cas de pénurie sont à l'origine de plusieurs décès, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. Ça tombe très bien parce que c'est le mois de Ramadan, on sait que les banques de sang n'en ont pas et quand on sent peut sauver une vie, je pense qu'il n'y a rien de plus noble que ça. Notre principal but, c'est l'épanouissement de l'homme, le développement de l'homme. 400 000 litres de sang pour sauver la vie d'une personne. La société civile continue le plaidoyer et mise encore sur la sensibilisation. Avec ce support FFJ, nous organisons maintes fois des conférences, des grands séminaires et tout pour partager à propos de l'amour, comment est-ce qu'on peut aider notre prochain, comment est-ce qu'on peut aider les gens en leur donnant du sang, en leur donnant aussi d'autres choses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année 112,5 millions d'unités de sang sont collectées dans le monde et 47% de ces revenus proviennent des pays à revenus élevés qui représentent moins de 19% de la population mondiale. Nous vous en parlions dans nos éditions hier. Berlin entend profiter de sa présidence à la tête du G20 pour placer l'Afrique au cœur des préoccupations. Dans son programme Compact with Africa, l'Allemagne a choisi 6 pays dans lesquels sera mis en œuvre prioritairement le programme d'accompagnement. Parmi ces 6 pays figure le Maroc. Le Royaume était d'ailleurs présent en force dans la conférence qui s'est clôturée hier à Berlin. Les détails avec Salma Saidi. Pour le moment, ils sont 5 pays africains à être sélectionnés par l'Allemagne pour bénéficier du programme de la chancelière allemande Angela Merkel, un programme destiné à l'Afrique et dénommé Compact d'Africa. Il s'agit du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et du Rwanda. Ces pays ont été les premiers à manifester leur intérêt pour ce programme. Ils ont donc été choisis sur la base d'un certain nombre de critères liés à leurs performances économiques et aux réformes qu'ils ont accomplies. 6 pays ont été choisis dans le Maroc pour leur cadre macroéconomique stable, pour les réformes qu'il a entreprises en termes de doing business et de facilitation de l'environnement d'investissement et également pour l'environnement et le cadre financier. Donc le Maroc, à côté des 5 autres pays, bénéficie de cette initiative dans un premier temps, qui, comme je le dis, c'est une initiative pour attirer plus d'investissements. Selon le gouvernement allemand, le Compact d'Africa s'emploiera à accroître les investissements durables du secteur privé, ainsi qu'à améliorer les infrastructures et à lutter contre le chômage. Pour ce faire, un certain nombre de pays africains, dont le Maroc, vont s'associer avec le G20, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement pour négocier un plan d'action spécifique pour chaque État. Le rôle du secteur privé en termes d'investissement est important. Et on a
Nous avons fait valoir le fait que le Maroc est le premier pays africain à investir en Afrique, à avoir le deuxième réseau bancaire intra-africain et à avoir le premier réseau en assurance en Afrique. Le Maroc souhaite donc coopérer avec les pays partenaires intéressés et les organisations financières internationales pour mettre en place un pacte d'investissement. Angela Merkel, qui assure la présidence du G20 pour une année, veut que les pays développés accompagnent le continent pour qu'il assure son développement. Cela passe par la mobilisation de 130 milliards de dollars par an. Voilà pour le journal, restez avec nous. L'information continue tout de suite. La revue de presse Afrique, suivie du journal de l'économie signé Oumaï Masbila. À 8h, place à l'information en arabe. Le journal sera présenté par Mohamed Bouris. Excellente suite des programmes en notre compagnie.